Bonjour et bienvenue dans ce téléjournal. Le village de Briens a été évacué pour la deuxième fois en moins de 2 ans. C'est la deuxième fois du coup que le village Grison est évacué. La COP29 s'est ouverte il y a quelques jours et il y a beaucoup d'attentes, surtout venant des pays du Sud. Donald Trump continue à nommer son gouvernement, mais vous allez le voir, certaines figures qu'il a nommées ne font pas l'unanimité au sein du camp républicain. Le restaurant du glacier 3000 a rouvert ses portes après l'incendie d'il y a un peu plus d'1 an. Le restaurant a enfin pu rouvrir. C'est sûrement le match qui est le plus sous tension depuis longtemps. Le match France-Israël s'est déroulé à Paris il y a quelques jours, a mis du fil à retordre aux autorités françaises. Un grand patron neuchâtelois qui a dépensé des milliers avec l'argent de son entreprise, aujourd'hui il a été licencié. L'année 2024 est l'une des plus mauvaises pour les récoltes de blé. Les agriculteurs sont sous pression. Il y a quelques jours, la journée future en tout genre avait lieu. Plein de jeunes dans le couloir des entreprises. Mais c'est aussi une ouverture au monde du travail à ces jeunes. Et une interview extraordinaire, celle de Frédéric Méry, le conseiller aux États neuchâtelois. Interview qui nous est donnée par Thomas Sikorski, c'est en fin de journée. Le village de Briens dans les Grisons a été évacué pour la deuxième fois. Car il y a un très fort risque d'éboulement. Donc le village a dû être évacué pour sûrement plusieurs mois. Le reportage de la RTS. Une fois encore, Briens doit être évacué. Peu avant midi, la décision a été annoncée par les autorités. Dans le village, en cette fin d'après-midi, l'ambiance est pesante. Personne ne veut nous parler face caméra. Les habitants de Briens, mais aussi leur bétail, tout le monde a jusqu'à dimanche 13h pour quitter le village. À Briens, la menace vient d'en haut. Surplombant le village, cette gigantesque masse rocheuse glisse actuellement de 20 à 30 cm par jour vers la vallée. Mais en cas de précipitation, ça pourrait dangereusement s'accélérer. Les géologues surveillent constamment l'évolution de la situation. Nous devons partir du principe que la prochaine fois qu'il pleuvra, la vitesse augmentera à nouveau sur l'éboulis. Ça deviendra à nouveau critique et nous ne pourrons alors plus exclure un éboulement. L'évacuation de Briens devrait durer plusieurs mois. Samedi dernier, lors de cette séance d'information, les autorités avaient déjà préparé les habitants à devoir évacuer pour la deuxième fois en moins de 2 ans. Dans la salle, les villageois se disent à bout. La population de Briens vit depuis des années en mode stand-by, avec des valises prêtes. Ça pèse sur les gens. Le stress est extrêmement important pour nous tous. Souvenez-vous, en mai 2023, les Briençois avaient déjà dû plier bagages durant 1 mois et demi en attendant que cet énorme éboulement ne dévale jusqu'aux portes de leur maison. Aujourd'hui, sous la menace d'un nouvel effondrement, le scénario se répète. Les autorités comprennent la colère des habitants à leur égard. Oui, ils sont à la merci, mais pas un autre merci. Nous, les autorités, nous ne voulons pas évacuer. Nous n'avons pas non plus déclenché ce glissement de terrain. Les habitants sont à la merci des forces de la nature. Ce soir, les quelques 80 habitants de Briens sont à nouveau plongés. Le grand rendez-vous des pays pour le climat s'est ouvert il y a quelques jours. Si les pays du Sud demandent plus d'argent venant des pays développés, ceux-ci disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer autant d'argent que demandé. Pour le reportage de la RTS. Au bord de la mer Caspienne, l'argent sera au centre de toutes les discussions cette année. La COP29 s'est ouverte ce matin à Bakou. Face aux enjeux capitaux de cette 29e conférence sur le climat, son président a voulu d'emblée être très clair. Chers collègues, nous sommes sur la voie de la ruine. Que vous les voyez ou non, des gens souffrent dans l'ombre. Au cœur des tractations, une question. Combien les pays industrialisés seront-ils prêts à mettre sur la table chaque année pour aider les pays en développement à s'adapter et sortir des énergies fossiles ? Pour l'instant,
C'est 116 milliards chaque année. Les pays en développement réclament 10 fois plus, 1000 milliards. Irréalistes selon les Occidentaux, au vu de l'état de leurs finances. Simon Steele, le chef de l'ONU pour le climat, leur a répondu en les mettant en garde. Aucun pays n'est à l'abri. Il faut donc oublier l'idée que le financement de la lutte contre le changement climatique est une question de charité. De l'argent, d'accord, mais sous quelle forme? Pour les pays développés, des financements privés et des prêts sont indispensables. De quoi faire bondir les ONG qui rappellent que, selon le FMI, les subventions publiques aux combustibles fossiles ont atteint une somme record de 7 000 milliards de dollars en 2022. On ne peut pas seulement avoir de financement privé, on a besoin de subventions, pas seulement des prêts. C'est vraiment la responsabilité des pays comme la Suisse. La réélection de Donald Trump et son probable retrait des accords de Paris planent pourtant déjà sur cette COP29. Les négociations s'annoncent difficiles. Un nouvel objectif de financement robuste et ambitieux doit être convenu et la réélection de Trump ne peut en aucun cas servir d'excuse aux autres nations pour réduire l'ambition nécessaire. Les pays ont moins de 2 semaines pour se mettre d'accord. Donald Trump continue à nommer de nouvelles personnes pour son gouvernement. Et dans ces personnes, il y en a des qui ne font pas l'unanimité ni chez les démocrates, ni chez les républicains, car ils sont dits trop extrémistes. Le reportage de la RTS. L'effet d'une petite bombe à Washington. À peine Donald Trump a-t-il quitté Joe Biden hier que le communiqué tombe. Nomination de Matt Gaetz à la tête du département de justice. L'élu de Floride est avocat de formation, mais il s'est surtout fait connaître au Congrès, trublion de la droite dure. Il était à la manœuvre pour expulser Kevin McCarthy du poste de speaker. Kevin McCarthy est véreux. Il a accédé au pouvoir en collectant et redistribuant l'argent des groupes d'intérêt pour obtenir des faveurs. Nous soignons cette maladie. Déposition anti-système qu'il étend à l'appareil judiciaire dont il sera désormais responsable. Soit le gouvernement va dans notre sens, soit nous coupons le financement et nous abolissons le FBI, le CDC, l'ATF et le département de justice et toutes les autres agences fédérales si elles refusent d'obéir. Mais la nomination de ce fidèle choque même dans les rangs républicains, car Matt Gaetz est soupçonné d'avoir consommé des drogues et couché avec des mineurs, accusation qu'il rejette. Il n'empêche, sa nomination doit passer par une confirmation au Sénat. Et alors que Mitch McConnell quitte son poste de leader des républicains, les sénateurs n'ont pas choisi le favori des Trumpistes pour le remplacer. Ce sera John Thune. Le Sénat a un rôle de conseil dans la Constitution. Alors nous ferons tout notre possible pour procéder rapidement aux nominations, les installer en fonction, afin qu'ils puissent appliquer le programme. Un leader déjà sous pression, Donald Trump lui demande de contourner la procédure habituelle du Sénat. D'entrée de jeu, Donald Trump semble tester les limites, test de la fidélité des membres républicains du Congrès face à des nominations pour le moins controversées et test de la séparation des pouvoirs en remettant en cause le rôle du Sénat. Le restaurant du Glacier 3000 a rouvert ses portes en Valais il y a quelques jours. Après plusieurs mois de chantier à cause de l'incendie qui s'était propagé il y a 1 an, il a enfin pu rouvrir aux visiteurs. Le reportage de la RTS. Tel un phénix perché à 3000 mètres, le restaurant de Mario Botta renaît. Plus moderne, plus écologique et mieux protégé qu'avant. Un moment fort pour l'architecte tessinois. Pour moi, c'est une grande émotion, puisqu'on a retrouvé un bâtiment qui était disparu. Je pensais qu'il était la fin d'une construction que j'avais faite. Au contraire, je retrouve, refait de manière meilleure. Ce 19 septembre 2022, il est 4h du matin quand l'alarme est donnée. Les pompiers interviennent dans des conditions très difficiles. Le téléphérique est sauvé, pas le restaurant. Un coup dur pour Glacier 3000 qui lance immédiatement la reconstruction. De pouvoir reconstruire un bâtiment comme le restaurant Botta à 3000 mètres d'altitude, 2 années, c'est un temps très court. Il fallait le sécuriser, rouvrir au public le domaine, le déconstruire, le reconstruire, avoir les autorisations pour le construire, pour l'exploiter. Et on est vraiment très content qu'on a réussi ce défi. 26 mois et 30 millions plus tard, le public peut profiter de 2 restaurants et d'une nouvelle terrasse panoramique dans un bâtiment un peu plus grand et autonome énergétiquement. Le tout financé à 80% par l'assurance incendie.
Une renaissance éclair saluée par les autorités cantonales et locales. Je pense que c'est le diamant des Alpes vaudoises et que c'est une destination, voire la destination phare du canton de Vaud. Et pour protéger ce nouvel écrin, un système novateur d'extinction incendie automatique y a été installé. L'enquête, elle, se poursuit pour déterminer les causes exactes de ce sinistre accidentel. C'est un match à très haute tension qui s'est déroulé en France hier soir. Le match France-Israël a donné beaucoup de fil à retordre aux autorités françaises, car il y a quelques jours, un match de nouveau entre Israël, mais cette fois-ci Amsterdam, avait viré au drame dans les rues de la ville d'Amsterdam. Alors les autorités françaises ont décidé de se préparer. Le reportage de la RTS. Le quartier a été entièrement bouclé, 5 heures avant le début de la rencontre France-Israël. 4000 policiers et gendarmes sont déployés, auxquels il faut ajouter 1600 stadiers. Des forces de l'ordre présentes dans et aux abords du Stade de France, ainsi que dans les transports publics. Un dispositif de sécurité exceptionnel pour un match à haut risque. Aucune hésitation de mon côté. Dès que j'ai vu que je pouvais prendre des places, j'ai pris des places directement. Je travaille dans le Stade de France depuis 10 ans environ et j'ai vécu l'attentat au Stade de France. C'est ça que je redoute le plus, moi personnellement. Mais bon, avec toute la sécurité qu'il y a, avec toutes les précautions, on est un peu plus serein par rapport à ça. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tous les commerces ont dû fermer leurs portes à 15 heures. C'est la première fois. Tout ce qui est match, événements, il y a de la sécurité, mais pas à ce point-là et surtout pas d'obligation de fermeture. Les autorités redoutent le même scénario que celui d'Amsterdam. Des violences entre les supporters en marge de la rencontre entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax d'Amsterdam. La France tient à maintenir cette rencontre malgré les tensions liées au contexte géopolitique. Il n'y a pas de menace contre ce match, mais compte tenu des appels qu'il y a eu à ce que le match n'ait pas lieu, soit délocalisé, ça reste un match à haut risque. On voit les tensions qu'il y a dans les manifestations en ce moment autour notamment des manifestations pro-palestiniennes. Donc il faut qu'on reste extrêmement concentré. La sélection israélienne est également placée sous haute sécurité. Une protection assurée par le RAID, l'unité d'élite de la police française. Raphaël Grand, on retrouve devant le Stade de France, en effet, un dispositif de sécurité exceptionnel. Il est à la mesure de l'enjeu ce soir. Oui, le Stade de France barricadé en quelque sorte. Les premiers supporters commencent à arriver et on voit qu'ils doivent traverser plusieurs sas de sécurité avant d'arriver au stade. Tout à l'heure, il y avait des hélicoptères qui survolaient le stade et puis effectivement beaucoup de sécurité, des policiers chargés de sécuriser ce stade qui, il faut le dire, sera à 3/4 vide. La majorité des supporters ne viendront pas pour les risques évoqués, des risques de sécurité. Et puis en France, il y a un élément aussi qui a rajouté un petit élément de pression à ce match, c'est la présence annoncée d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Michel Barnier, ainsi que 2 anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Une présence jugée trop politique en soutien à Israël. D'ailleurs, à 2 km d'ici, il y a une manifestation qui est en cours qui appelle encore ce soir au boycott de ce match France-Israël. Un match sous tension qui va se jouer juste derrière moi. Un match aux enjeux un peu sportifs mais très géopolitiques. Un grand patron de Châtelois licencié après avoir utilisé de l'argent de son entreprise. Il aurait payé des repas très cher et des achats personnels avec sa carte de crédit professionnelle. Le reportage de la RTS. Il faut revenir au printemps 2023 pour avoir une idée de l'ampleur de la dérive. Avec un repas dans un restaurant gastronomique de la région. L'alcool coule à flot, la note est salée, 3000 francs pour 4 personnes. Et c'est le directeur d'Admed qui régale avec sa carte de crédit professionnelle. Une note de frais record, mais de loin pas un cas isolé. Selon nos informations, l'homme multiplie chaque semaine les bonnes tables. Cela coûte des milliers de francs mensuellement à Admed, fondation de droit privé financée essentiellement par de l'argent public à travers les analyses et diagnostics facturés au réseau hospitalier neuchâtelois. Le tout sans contrôle du conseil de fondation d'Admed qui maintient sa confiance en son directeur et le gratifie d'une prime. Il aura fallu attendre l'alerte de plusieurs employés pour qu'un audit soit lancé cet été.
Aujourd'hui, la Fondation ADMED annonce dans un communiqué se séparer à l'amiable de son directeur en le, je cite, remerciant pour son engagement et sa vision, sans dire un seul mot sur les graves dysfonctionnements. Nous avons sollicité les deux parties qui ne font aucun autre commentaire. Un manque de surveillance et de transparence qui ont alerté ce député PLR, président de la commission de santé au Grand Conseil neuchâtelois. Il n'a pas attendu le départ du directeur pour interpeller les autorités politiques cantonales au sujet de la gouvernance d'ADMED. Pourquoi on a fait une fondation de droit privé sur un établissement qui finalement est un établissement public? 85% de son chiffre d'affaires qui est RHNE et ce réseau hospitalier, c'est le réseau hospitalier qui est payé par les citoyens et les citoyennes de notre canton. Et on devrait avoir un contrôle parlementaire, ce que nous n'avons absolument pas. Et cela alors que la crise d'ADMED met à mal un ambitieux projet de pôle de santé cantonale dont le chantier est toujours bloqué faute de liquidité. C'est la pire année pour les producteurs de blé. Les récoltes ont été très mauvaises cette année à cause des sécheresses, mais aussi des intempéries. Alors les producteurs sont mis sous pression alors qu'on sait déjà qu'ils n'ont pas un très bon revenu. C'est une année 2024 dont les producteurs de blé se souviendront. La pire récolte jamais enregistrée depuis 25 ans, voire au-delà. Après la sécheresse de 2023, certains ont peut-être prié trop fort pour avoir la pluie en 2024. Alors la pluie, oui, c'est très bien, mais là, c'est vrai qu'il pleuvait tous les 3 jours et c'était beaucoup trop. Et là, j'ai semé assez vite, mais peut-être trop vite. Et là, il y avait partout des taches noires, c'est qu'il y avait trop d'eau. Le blé, le grain, il n'a pas germé, il a même peut-être pourri dans le sol. Et on a dû revenir faire un deuxième passage pour ressemer, pour espérer que ça repousse enfin. Payer 2 fois le prix des semences, faire le travail à double et ajouter à cela une contamination par les mycotoxines des champignons. Résultat, une récolte catastrophique, 20 à 30% de revenus en moins. S'il y avait qu'un seul champ ou qu'une seule culture qui a été touchée, c'est moins grave. Mais là, il y a toutes les cultures, peut-être à l'exception du colza, qui ont vraiment morflé. Le constat est général. Dans toute la Suisse, le soleil a manqué et la récolte a chuté. Moins 32% pour le blé, moins 46% pour l'épeautre et moins 29% pour le seigle. Dans ce collecteur d'échalons, 250 producteurs vaudois de céréales, tous avec les mêmes difficultés. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'il manque de la marchandise, donc il manque vraiment des volumes. Et quand c'est des kilos fois des francs, à la fin, il manque vraiment une partie du revenu agricole. Le consommateur, lui, n'a pas de quoi s'affoler, il n'y verra que du feu. Au final, il ne manquera pas de céréales, mais ce qui fait défaut sur le marché indigène sera importé. Donc on est dans l'attente de la validation du Conseil fédéral pour augmenter ce contingent et compenser finalement ce qui fait défaut sur le marché suisse. Le pain suisse est sauvé, mais l'agriculteur ne fera pas son blé cette année. Pour lui, aucune compensation n'est prévue, la perte est sèche. Et une certaine colère vis-à-vis du prix fixé pour le blé que la grande distribution refuse d'augmenter. Les futurs en tout genre avaient lieu il y a quelques jours. Les jeunes étaient partout dans les bureaux et ça leur donne aussi une vue sur le marché du travail, le reportage de la RTS. Découvrir les lois de la physique pour les unes. C'est cool quoi, ce qu'ils nous ont montré c'est hyper intéressant de comprendre comment les choses elles marchent. Celle du corps humain pour les autres. J'ai appris à faire des vaccins et faire des massages cardiaques. Et à réanimer quelqu'un qui était mort. Devenir infirmier ou alors physicienne, voilà 2 ateliers proposés dans le cadre de la journée Futur en tout genre. Et dans les 2 cas, l'envie d'élargir les horizons professionnels au-delà des clichés. On a toujours un peu l'histoire, les maths c'est pour les garçons et puis les langues c'est pour les filles. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de contrer en sensibilisant les jeunes filles à ça. On est parti, on commence le massage cardiaque. Alors, les mains un peu plus au milieu, vas-y. Côté infirmier, à la Haute École de Santé, près de 20% des étudiants sont des hommes en bachelor. Mais au-delà du genre, aujourd'hui, l'enjeu était surtout de faire découvrir cette profession dans toute sa diversité. Certains sont étonnés par les aspects techniques qu'ils n'imaginaient pas, d'autres sont étonnés par la diversité des lieux dans lesquels on peut travailler. Et c'est probablement cette diversité qui, on va dire, nourrit l'intérêt des futurs étudiantes et étudiants. Et à la fin de la journée, les avis sont partagés. À l'école, on a des options chimie, mais j'ai pas pris malheureusement, j'aurais peut-être dû. Ça a été instructif et puis j'ai bien aimé passer la journée ici, mais c'est pas un métier que je me verrais faire. Peut-être pas de vocation pour toutes et tous aujourd'hui, mais quelques idées reçues en moins et un spectacle de chimie en bonus. C'est un interview extraordinaire avec Frédéric Méry, le conseiller d'État neuchâtelois, qui a répondu aux questions de Thomas Sikorski, l'un de nos journalistes.
C'est son reportage. Bonjour Frédéric Méry, vous êtes le conseiller d'État dans le canton de Neuchâtel, au département de la santé, si je ne me trompe pas. Nous avons préparé quelques questions pour cette interview. On commence par la première. Alors déjà, pourquoi avez-vous décidé de faire de la politique ? Parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai d'abord fait d'autres métiers avant celui-là. Et puis j'ai toujours été très content de vivre dans ce canton. J'ai eu la chance de pouvoir y faire des études. Et puis c'était important pour moi de rendre aussi ce que j'avais reçu de la part de la collectivité. Et puis c'est un métier que j'adore faire. Donc ça fait une douzaine d'années que je fais de la politique de manière professionnelle. Et une autre question, pouvez-vous nous décrire une journée de travail en tant que conseiller d'État, une journée typique? Alors j'ai de la chance, c'est que j'ai aucune journée typique. J'ai aucune journée qui ressemble à une autre, si ce n'est que c'est souvent des longues journées, avec beaucoup de séances, certains jours plus que d'autres, des séances avec mes collègues du Conseil d'État, des séances avec mon équipe, avec mes services, des représentations où on reçoit d'autres cantons. Cette semaine, on reçoit le conseiller fédéral Beat Jans, par exemple. Puis à côté de ça, j'ai plein de séances avec des structures avec lesquelles on travaille. Donc aucune journée ne ressemble à une autre et c'est vraiment une grande chance. Et oui, et une autre question toujours, cette fois un peu différente. Pour vous, quelle est la plus grande qualité que l'on peut trouver chez quelqu'un? Alors je pense que la plus grande qualité, c'est l'altruisme. Donc la capacité de penser aux autres, de ne pas penser d'abord à soi-même, mais de penser à tous ceux qui nous entourent. Et je pense pour moi c'est une des qualités les plus importantes. Et de quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière? Alors le mot fier, c'est pas un mot que j'utilise souvent, je préfère dire plutôt que je suis content de moi. C'est pas toujours en lien avec mon travail, hein. Ça peut être dans des occasions de la vie quotidienne. Quand à la fin de la journée on se dit qu'on a été utile pour la collectivité, utile pour les autres, on peut se dire qu'on a passé une bonne journée. Et au niveau mondial ou au niveau suisse, est-ce que la situation que l'on vit en ce moment, est-ce qu'elle vous inquiète? Oui, beaucoup. En ce moment, comme c'est le cas d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, il y a malheureusement beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être inquiet, entre le réchauffement climatique, les guerres près de chez nous, mais celles qui existent aussi ailleurs, plus loin d'ici. La situation aux États-Unis qui évidemment est inquiétante pour une bonne partie des Américains, mais aussi pour le reste de la planète. Donc oui, on ne vit pas une époque forcément très heureuse. Et cette fois, dernière question, un peu plus tranquille. Quel conseil donneriez-vous aux adolescents qui regarderont cette interview? Alors je leur donnerai le même conseil que je pourrais donner aux adultes, d'être curieux, de s'intéresser aux autres, de s'intéresser au monde, de se cultiver, c'est vraiment important. Et je trouve d'avoir un journal comme celui que vous faites, c'est vraiment une super chose. Donc je ne peux que leur conseiller de regarder votre journal et puis surtout de s'ouvrir au monde autant que possible. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Méry d'avoir accordé cette interview à TV2000. Avec grand plaisir, merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Excellente journée et à bientôt.